Dans le silence d'un temple ancien, un moine observe une feuille tomber doucement d'un arbre. Ce moment, à la fois banal et profond, capture l'essence même de ce que les sages orientaux appellent l'impermanence. Cette vérité fondamentale, que rien ne dure éternellement, que tout est en perpétuel changement, constitue l'une des pierres angulaires de la sagesse orientale, particulièrement dans la philosophie bouddhiste. L'impermanence, ou anatta en sanskrit, est la reconnaissance que tout dans l'univers est en constante évolution. Rien n'est fixe, rien ne demeure éternellement. Cette vérité est au cœur du bouddhisme, le Bouddha lui-même, assis sous l'arbre de la Bodhi, comprit que l'univers entier est en constant flux, comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Chaque moment est unique, chaque instant différent du précédent, et aucune expérience ne peut être véritablement reproduite à l'identique. Cette compréhension n'était pas nouvelle à son époque. Les anciens sages de l'Inde avaient déjà médité sur la nature transitoire de l'existence. Mais le Bouddha approfondit cette intuition, en faisant de l'impermanence non pas une source de désespoir, mais une clé pour la libération. Elle est l'une des 3 caractéristiques essentielles de l'existence, aux côtés de la souffrance, dukkha, et de l'absence de soi, anatta. Selon Bouddha, la compréhension de l'impermanence est cruciale pour atteindre l'éveil spirituel, car elle permet de dissiper l'attachement et la souffrance qui en découlent. Dans le taoïsme, l'impermanence est perçue à travers le concept de Tao, la voie naturelle de l'univers. Laozi, le fondateur du taoïsme, enseigne que tout est en flux constant, illustré par le symbole du yin-yang, représentant les forces opposées, mais complémentaires, qui régissent le changement et l'harmonie. L'impermanence, dans ce contexte, est une expression de l'harmonie dynamique du Tao, où chaque élément est en perpétuel mouvement et transformation. À l'échelle humaine, l'impermanence se manifeste dans chaque aspect de notre existence. Nos corps changent continuellement. Chaque respiration, chaque battement de cœur marque un moment unique qui ne reviendra jamais. Nos pensées, nos émotions, nos relations, tout est en perpétuel mouvement. Dans le Dhammapada, le Bouddha compare notre existence à l'écume sur l'océan ou aux bulles d'eau sous la pluie, des phénomènes éphémères qui apparaissent et disparaissent dans une danse perpétuelle. Cette métaphore illustre parfaitement la nature transitoire de toute chose, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. La compréhension de l'impermanence s'articule autour de 3 niveaux de réalisation. Le premier niveau, la compréhension intellectuelle, consiste à accepter conceptuellement que tout change. C'est une prise de conscience rationnelle que rien n'est fixe et que chaque moment est unique. Le deuxième niveau, la perception directe, implique une expérience plus profonde où l'on commence à voir réellement l'impermanence dans chaque expérience vécue. C'est une reconnaissance intuitive et immédiate de la fugacité des sensations, des émotions et des pensées. Enfin, la réalisation ultime va au-delà de l'observation et devient notre mode d'être naturel. À ce niveau, l'impermanence est intégrée dans notre essence même, influençant notre manière de penser, d'agir et de ressentir, menant à une transformation intérieure profonde. Nous vivons dans l'illusion de la permanence, construisant des identités fixes, nous attachant à des possessions matérielles, cherchant désespérément à figer le temps. Mais cette quête de permanence est source de souffrance, car elle nie la nature fondamentale de la réalité. Tout ce qui naît est destiné à périr. Tout ce qui est créé est sujet à la dissolution. Cette compréhension est essentielle pour briser le cycle de l'attachement et de la souffrance.
Par exemple, lorsqu'on s'attache trop fortement à un objet ou à une relation, on crée une illusion de permanence qui, inévitablement, conduit à la déception et à la douleur lorsque ces éléments changent ou disparaissent. Bouddha enseignait que l'acceptation de l'impermanence permet de cultiver une attitude de détachement sain, non pas par indifférence, mais par une profonde compréhension de la nature transitoire de la vie. Cela ouvre la voie à une existence plus sereine, où les plaisirs et les peines sont vécus avec équanimité, sans attachement excessif. La véritable sagesse ne réside pas dans la résistance à l'impermanence, mais dans son acceptation profonde. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une compréhension libératrice qui nous permet de vivre plus pleinement chaque instant. Quand nous acceptons l'impermanence, nous développons une forme particulière de liberté. Nous ne sommes plus esclaves du désir de contrôle, de l'attachement obsessionnel au résultat. Nous apprenons à danser avec le changement plutôt que de lutter contre lui. Dans une société moderne où le changement est rapide et souvent imprévisible, résister à l'impermanence peut engendrer une grande quantité de souffrance. En acceptant que tout est en flux constant, nous apprenons à nous adapter plus facilement aux aléas de la vie, qu'il s'agisse de pertes personnelles, de transitions professionnelles ou de transformations sociales. L'impermanence nous enseigne à réduire nos attachements matériels et émotionnels. Dans le bouddhisme, l'attachement est considéré comme une source majeure de souffrance. Lorsque nous nous accrochons à des choses ou des personnes, nous créons des attentes qui, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, conduisent à la déception et à la douleur. Les 4 nobles vérités, pierre angulaire de l'enseignement bouddhiste, prennent une dimension encore plus profonde lorsqu'elles sont examinées à travers la lentille de l'impermanence. La première noble vérité, la vérité de la souffrance, dukkha, reconnaît que la souffrance est une réalité inhérente à l'existence humaine. Cette souffrance naît précisément de notre résistance à l'impermanence. Nous souffrons parce que nous nous attachons à ce qui est intrinsèquement changeant, espérant y trouver une stabilité impossible. La deuxième, noble vérité, l'origine de la souffrance, identifie notre désir de permanence, notre soif de stabilité dans un monde en perpétuel changement, comme la source fondamentale de cette souffrance. Ce désir crée une tension intérieure, une insatisfaction permanente face à l'inévitabilité des transformations. La troisième noble vérité, la cessation de la souffrance, annonce que la libération est possible grâce à l'acceptation profonde de l'impermanence. En reconnaissant et en acceptant que tout est transitoire, nous pouvons dissiper nos attachements et ainsi mettre fin à la souffrance. Enfin, la quatrième noble vérité, le chemin vers la cessation, propose le noble sentier octuple comme guide pratique pour vivre en harmonie avec l'impermanence. Ce chemin inclut des pratiques éthiques, méditatives et de développement de la sagesse, visant à cultiver une compréhension profonde et une acceptation de la nature éphémère de l'existence. J'ai pu réaliser une vidéo qui approfondit ces 4 nobles vérités que vous pouvez visionner sur ma chaîne. Pour intégrer l'impermanence dans notre vie, le Bouddha a proposé plusieurs pratiques spécifiques qui permettent de développer une compréhension expérientielle de cette vérité. La méditation vipassana, ou méditation de la vision pénétrante, est l'une de ces pratiques. Elle vise à développer une conscience accrue du flux constant des sensations corporelles et des pensées, sans s'y attacher ni les juger. En observant chaque respiration comme unique et irrépétable, en contemplant comment chaque sensation apparaît, change et disparaît, et en notant la nature transitoire de nos états mentaux,
nous cultivons une perception directe de l'impermanence. Parallèlement, le développement de la sagesse, prajna, joue un rôle crucial. La sagesse, dans ce contexte, implique le non-attachement éclairé, c'est-à-dire la capacité d'apprécier pleinement, tout en reconnaissant sa nature transitoire. Cela se manifeste par une vision claire des choses telles qu'elles sont, sans les déformations de nos désirs ou de nos attentes. La compréhension du non-soi, anatta, complète cette sagesse en nous aidant à réaliser que même notre identité est en constant changement, ce qui renforce notre liberté intérieure et notre capacité à vivre sans attachement rigide. Dans la pensée philosophique chinoise, le concept de Wu Wei se dresse comme un pilier central, offrant une perspective unique sur l'existence humaine et notre relation avec le cosmos. Souvent traduit par non-agir ou action sans effort, le Wu Wei transcende ces simples définitions pour incarner une philosophie complexe de l'être et de l'action. À travers les écrits des grands penseurs taoïstes et leurs interprétations modernes, nous pouvons explorer la richesse de ce concept et sa pertinence surprenante dans notre monde contemporain. Pour comprendre pleinement le Wu Wei, il faut d'abord saisir la vision taoïste du monde. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, représente le principe fondamental de l'univers, l'ordre naturel des choses. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, écrit « Le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux engendre le trois engendre les 10 000 êtres. » Cette cosmogonie place le Wu Wei non pas comme une simple technique, mais comme un alignement profond avec les forces primordiales de l'univers. Dans cette optique, le Wu Wei devient une expression de l'harmonie cosmique. Zhuangzi, élaborant sur cette idée, présente le concept de Xiao Yao Yu, ou libre et facile errance, un état où l'individu se déplace dans le monde avec la même aisance et naturalité que les éléments de la nature. Il illustre cela à travers l'histoire du boucher Ding, qui découpe un bœuf avec une telle maîtrise qu'il semble danser avec la carcasse, son couteau trouvant naturellement les interstices entre les os et les tendons. Cette parabole ne parle pas simplement de compétences techniques, mais d'une communion profonde avec la nature intrinsèque des choses. Le Wu Wei se pose en critique directe de l'action forcée et de la volonté excessive, si souvent valorisée dans les sociétés modernes. Lao Tse avertit « Celui qui agit échoue, celui qui s'approprie perd ». Cette perspective remet en question notre obsession contemporaine pour le contrôle et l'accomplissement dirigé. Le philosophe taoïste Liezi va plus loin en comparant l'homme sage à une feuille flottant sur l'eau, se laissant porter par les courants sans résistance. Cependant, il serait erroné d'interpréter le Wu Wei comme une invitation à la passivité ou à l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde des processus naturels. Comme l'explique le sinologue François Julien, le Wu Wei implique une transformation silencieuse, où l'efficacité découle non pas d'actions brusques et visibles, mais d'une influence subtile et continue, à l'image de l'eau qui, par sa constance, parvient à éroder la pierre la plus dure. La spontanéité, Ziran, est un aspect crucial du Wu Wei, souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une impulsivité irréfléchie, mais d'une action qui émerge naturellement d'un état d'harmonie avec le Tao. Zhuangzi illustre cela à travers l'histoire du nageur qui survit à une chute dangereuse dans une cascade, non par calcul ou technique, mais en se laissant porter par les courants. Cette spontanéité n'est pas innée, mais cultivée à travers une pratique assidue et une compréhension profonde. Le philosophe contemporain Alan Watts, dans son interprétation du taoïsme, compare cette spontanéité à la grâce naturelle d'un chat.
Le félin ne calcule pas ses mouvements. Il agit avec une fluidité parfaite qui émerge de sa nature même. Pour l'être humain, atteindre un tel état implique paradoxalement un processus de désapprentissage, se défaire des rigidités mentales et comportementales accumulées pour retrouver une forme de spontanéité originelle. Imaginez un expert en arts martiaux face à un adversaire. Ses mouvements semblent fluides, presque sans effort, et pourtant ils sont incroyablement efficaces. C'est parce que l'expert ne pense pas à chaque mouvement. Il agit à partir d'un état de présence totale et de connexion avec le moment présent. C'est une illustration parfaite de la non-action dans l'action. Pour cultiver cet art dans votre vie quotidienne, commencez par des tâches simples et familières. Lorsque vous effectuez une activité routinière, comme faire la vaisselle ou jardiner, essayez de vous immerger complètement dans l'expérience. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder ou de vous précipiter pour terminer la tâche, portez toute votre attention sur chaque mouvement, chaque sensation. Observez comment votre corps se déplace naturellement, comment vos mains savent quoi faire, sans que vous ayez besoin de les diriger consciemment. C'est un exemple de Wu Wei à petite échelle. Avec la pratique, vous pouvez étendre cette qualité de présence et de fluidité à des activités plus complexes. Dans votre travail, essayez de trouver des moments où vous entrez dans un état de flux, où le temps semble s'arrêter et où l'action se déroule avec une aisance naturelle. Ces moments sont des aperçus du Wu Wei en action. Notez les conditions qui favorisent cet état. Peut-être un environnement calme, un niveau de défi approprié ou une passion pour ce que vous faites. L'art de la non-action dans l'action implique aussi de savoir quand ne pas agir. Parfois, la meilleure réponse à une situation est de ne rien faire du tout, de laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Cela demande du discernement et de la patience, mais peut souvent mener à des résolutions plus harmonieuses que l'intervention forcée. L'un des aspects les plus profonds du Wu Wei est son implication dans la transformation du soi. Contrairement aux approches occidentales, qui mettent souvent l'accent sur l'affirmation et le renforcement de l'ego, le Wu Wei suggère une dissolution des frontières rigides du soi. Zhuangzi parle de « s'asseoir dans l'oubli ». Zhuo Wang, un état méditatif où les distinctions artificielles, y compris celles entre le soi et le non-soi, se dissolvent. Cette perspective offre une alternative fascinante aux modèles psychologiques occidentaux du développement personnel. Plutôt que de chercher à construire un soi plus fort ou plus résilient, le Wu Wei invite à une forme de lâcher-prise, à une ouverture à l'expérience qui transcende les limites habituelles de l'identité. Le philosophe contemporain Byung-Chul Han voit dans cette approche une réponse potentielle à l'épuisement et à l'aliénation caractéristiques de nos sociétés hyperactives. La beauté du Wu Wei réside dans sa capacité à s'appliquer à tous les domaines de la vie. Dans l'art chinois traditionnel, par exemple, la peinture à l'encre, Shui Mo Hua, incarne les principes du Wu Wei. L'artiste ne cherche pas à imposer sa vision, mais à laisser l'encre se répandre naturellement sur le papier, guidant subtilement son flux pour révéler les formes latentes. Cette approche contraste fortement avec l'idée occidentale de l'artiste luttant pour imposer sa vision sur la toile. En politique, le concept de Wu Wei a influencé la notion de gouvernance vertueuse. Lao Tse écrit « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson », suggérant qu'une intervention trop active peut être contre-productive. Cette idée de gouvernance minimale, où le dirigeant crée simplement les conditions pour que l'ordre naturel s'épanouisse, offre un contrepoint intéressant au modèle politique interventionniste moderne. Dans la vie quotidienne, le Wu Wei
invite à une réévaluation de nos habitudes et de nos relations. Il suggère une approche de la vie où l'on navigue les défis non par la force brute ou la résistance, mais par l'adaptabilité et la compréhension profonde. Cela peut se traduire par une approche plus intuitive de la résolution de problèmes, une communication plus authentique et moins forcée, ou une gestion du temps qui respecte les rythmes naturels plutôt que de les combattre. Dans notre ère d'hyperconnexion, de changements rapides et d'incertitudes croissantes, face à la surcharge d'informations et à l'accélération constante de nos vies, l'idée d'une action efficace née de la non-action peut sembler paradoxale, mais elle offre une voie vers une forme de résilience et d'adaptabilité profonde. Dans un monde où la planification à long terme devient de plus en plus difficile, la capacité à agir en harmonie avec les circonstances changeantes, plutôt que de lutter contre elles, devient une compétence cruciale. Cela ne signifie pas abandonner toute forme de planification ou d'effort, mais plutôt développer une flexibilité et une réceptivité qui permettent une navigation plus fluide des complexités de la vie moderne. Il nous rappelle notre interconnexion fondamentale avec le monde naturel et suggère une approche de la durabilité basée non pas sur la domination de la nature, mais sur l'alignement avec ses processus. Après avoir exploré les fondements philosophiques du Wu Wei, il est naturel de se demander comment appliquer concrètement ce concept dans notre vie quotidienne. Comment cultiver cet état d'action sans effort dans un monde qui semble valoriser constamment l'effort et le contrôle? Il est crucial de comprendre que le Wu Wei n'est pas une compétence à acquérir au sens traditionnel du terme, mais plutôt un état d'être à cultiver. Comme le dit Zhuangzi, le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. Cette image du miroir est particulièrement éclairante. Le Wu Wei ne consiste pas à forcer un état particulier, mais à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent. La méditation est un outil fondamental pour développer l'état d'esprit du Wu Wei. Cependant, il ne s'agit pas nécessairement de la méditation formelle, telle qu'on la conçoit souvent en Occident. Le taoïsme propose des pratiques comme le Zhuo Wang, s'asseoir et oublier, mentionné par Zhuangzi. Il illustre cette idée en disant « Le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. » Cette métaphore du miroir est particulièrement éclairante pour comprendre la nature du Wu Wei. Un miroir reflète fidèlement ce qui se présente devant lui, sans discrimination ni attachement. De la même manière, la pratique du Wu Wei nous invite à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent, sans résistance ni forçage. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par une attitude d'ouverture face aux événements, une capacité à percevoir les situations sans les juger immédiatement comme bonnes ou mauvaises. Par exemple, face à un changement inattendu de plan, au lieu de réagir avec frustration ou anxiété, on pourrait observer la situation avec curiosité, se demandant quelles nouvelles possibilités pourraient émerger de ce changement. Il est important de noter que le Wu Wei ne signifie pas la passivité ou l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde de la nature des choses. C'est l'action qui émerge naturellement lorsqu'on est en harmonie avec le Tao, le flux naturel de l'univers. Pour commencer à intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer l'observation sans jugement.
Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer votre environnement, vos pensées, vos émotions, sans chercher à les changer ou à les qualifier. Simplement, observez-les comme le ferait un miroir, reflétant sans s'attacher. Cette pratique simple mais puissante peut progressivement vous aider à cultiver l'état d'esprit du Wu Wei. Dans la philosophie orientale, le taoïsme se dresse comme un phare millénaire, guidant depuis des siècles ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence et à vivre en harmonie avec l'univers. Au cœur de cette tradition ancestrale, nous trouvons un concept d'une beauté et d'une profondeur remarquables. Les 3 trésors, également connus sous le nom de San Bao. Imaginez un instant un jardin zen, où chaque élément est soigneusement placé pour créer un équilibre parfait. Les 3 trésors du taoïsme sont comme les piliers invisibles qui soutiennent ce jardin de sagesse, connu en chinois sous les noms de Si, Jian et Bugan Wei Tian Xia Xian. Ils sont généralement traduits par compassion, frugalité et humilité. Ces concepts ne sont pas de simples préceptes moraux, mais des clés pour déverrouiller les portes de la compréhension cosmique et de l'harmonie personnelle. Pour saisir la profondeur de ces 3 trésors, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Le taoïsme, fondé sur les enseignements de Lao Tse et cristallisé dans le Tao Te Ching, propose une vision du monde où tout est interconnecté et en constante transformation. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, est le principe fondamental qui sous-tend toute existence. C'est à la fois le tout et le rien, l'origine et la destination, le plein et le vide. Dans ce cadre conceptuel, les 3 trésors émergent comme des manifestations tangibles du Tao dans notre vie quotidienne. Ils sont comme les 3 branches principales d'un arbre ancien, puisant leur force dans les racines profondes de la sagesse taoïste et s'étendant vers la réalisation spirituelle. Attention, les 3 trésors ne sont pas des vertus isolées à cultiver séparément. Ils forment un tout cohérent, chacun renforçant et complétant les autres. La compassion nous ouvre aux autres et au monde. La frugalité nous aide à vivre simplement et en harmonie avec notre environnement. Et l'humilité nous rappelle notre place dans le grand ordre des choses. Ensemble, ils nous offrent un chemin vers une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus alignée sur le Tao. Dans un monde marqué par la division, la surconsommation et l'individualisme exacerbé, les 3 trésors du taoïsme offrent une sagesse précieuse. Ils nous invitent à repenser notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En cultivant ces trésors, nous pouvons espérer non seulement enrichir nos vies individuelles, mais aussi contribuer à créer une société plus harmonieuse et un monde plus durable. La pratique des 3 trésors est un voyage sans fin, un processus constant d'apprentissage et de croissance. C'est un chemin qui nous ramène toujours à l'essentiel, à ce qui est vraiment important dans la vie. La compassion, premier des 3 trésors, est le fondement de notre connexion avec les autres êtres et avec l'univers dans son ensemble. Dans la pensée taoïste, la compassion va au-delà de la simple empathie ou de la bonté. Elle est une reconnaissance profonde de l'unité fondamentale de toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, décrit la compassion comme une force qui émane naturellement de celui qui est en harmonie avec le Tao. Dans le chapitre 67, il écrit « J'ai 3 trésors que je garde et chéris. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette compassion n'est pas motivée par un sens du devoir ou par la recherche de récompense, mais elle jaillit spontanément, comme l'eau qui coule d'une source.
C'est un état d'être plutôt qu'une action délibérée. La compassion taoïste nous invite à voir au-delà des apparences et des distinctions superficielles. Elle nous encourage à reconnaître que, tout comme les vagues à la surface de l'océan ne sont pas séparées de l'océan lui-même, nous ne sommes pas fondamentalement séparés les uns des autres ou du monde qui nous entoure. Zhuangzi, un autre pilier de la philosophie taoïste, illustre cette idée dans son fameux « rêve du papillon ». Un jour, Zhuangzi rêva qu'il était un papillon voltigeant et satisfait de son sort, ne sachant pas qu'il était Zhuangzi. Il se réveilla soudainement et s'aperçut qu'il était Zhuangzi. Il ne savait plus s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Cette parabole souligne l'interconnexion profonde entre toutes les formes de vie et remet en question nos perceptions de la séparation et de l'individualité. Cette vision de la compassion a des implications profondes pour notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Elle nous pousse à agir avec bienveillance, non pas par obligation morale, mais parce que nous reconnaissons que le bien-être des autres est intimement lié au nôtre. Par exemple, imaginons un jardinier taoïste. Il ne traite pas les mauvaises herbes comme des ennemis à éradiquer, mais comme des parties intégrantes de l'écosystème du jardin. Il cherche à comprendre leur rôle et à trouver un équilibre naturel plutôt que d'imposer sa volonté par la force. De même, dans les relations humaines, la compassion taoïste nous invite à voir au-delà des conflits apparents et à chercher l'harmonie sous-jacente. Comme l'explique le philosophe taoïste contemporain Deng Ming Dao, la compassion n'est pas seulement un sentiment de pitié ou de sympathie. C'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés, que la souffrance de l'un affecte l'ensemble. La pratique de la compassion devient ainsi un moyen de s'aligner sur le flux naturel du Tao, de vivre en harmonie avec la nature fondamentale de l'existence. C'est un chemin vers la réalisation de notre nature véritable et de notre place dans l'univers. Le concept de compassion dans le taoïsme est intimement lié à celui de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. La compassion, dans cette perspective, n'est pas une action forcée ou délibérée, mais une réponse naturelle et spontanée à la réalité de notre interconnexion. Comme l'explique le philosophe Alan Watts dans son livre « Le taoïsme », la vraie compassion n'est pas un sentiment de pitié pour les autres. C'est la réalisation claire que nous ne sommes pas séparés des autres ou de quoi que ce soit dans l'univers. Cette compréhension nous libère de l'effort conscient d'être compatissant et nous permet d'agir naturellement en harmonie avec le tout. Enfin, il est important de noter que la compassion taoïste n'est pas un idéal abstrait ou un état transcendant à atteindre. C'est une sagesse pratique qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. Cette approche de la compassion nous invite à reconsidérer nos relations avec tous les aspects de notre vie, de la nourriture que nous mangeons aux objets que nous utilisons, en passant par nos interactions avec les autres êtres humains et avec la nature. Le deuxième trésor, la frugalité, se dresse comme un pilier fondamental, un trésor précieux qui guide le pratiquant vers une vie harmonieuse et équilibrée. Souvent mal comprise dans notre société moderne axée sur la consommation et la croissance, la frugalité taoïste n'est pas une simple restriction ou une austérité contraignante. Elle est au contraire une invitation à explorer la profondeur de la suffisance et à redécouvrir la richesse qui réside dans la simplicité. Le concept de frugalité, ou jian en chinois, est intimement lié à l'essence même du Tao, ce principe fondamental qui, selon les taoïstes, sous-tend toute existence. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, exprime cette idée avec une clarté saisissante. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se contenter.
Il n'y a pas de plus grande faute que le désir d'acquérir. Ces paroles nous invitent à repenser notre relation avec le monde matériel et à redéfinir ce que signifie vraiment la richesse. La frugalité taoïste est intrinsèquement liée au concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Cette notion ne prône pas l'inaction, mais plutôt une action en parfaite harmonie avec le flux naturel des choses. Dans ce contexte, la frugalité devient une forme de Wu Wei, appliquée à notre relation avec les biens matériels. Elle nous encourage à vivre simplement, à ne pas accumuler plus que ce dont nous avons besoin, et à trouver la satisfaction dans ce qui est essentiel plutôt que dans l'excès. Pour illustrer ce principe, considérons l'histoire du boucher Ding, racontée par le philosophe Zhuangzi. Ce boucher découpait un bœuf avec une telle maîtrise que chacun de ses mouvements semblait faire partie d'une danse rituelle. Quand on l'interrogea sur sa technique, il répondit qu'il ne voyait plus le bœuf comme un tout, mais percevait ses articulations naturelles, guidant son couteau à travers les espaces vides. Cette histoire nous montre que la vraie maîtrise ne vient pas de l'accumulation d'outils ou de ressources, mais de l'alignement parfait avec le Tao, permettant d'accomplir plus avec moins. La frugalité taoïste va au-delà d'une simple pratique extérieure. Elle est aussi une cultivation intérieure. Le Neiye, un texte taoïste ancien, affirme « Quand votre corps n'est pas aligné, la vertu intérieure ne viendra pas. Quand vous n'êtes pas tranquille intérieurement, votre esprit ne sera pas bien ordonné. » Cette perspective suggère que la frugalité extérieure est le reflet d'une richesse intérieure. En cultivant la simplicité dans nos vies, nous créons l'espace nécessaire pour le développement de notre être intérieur. Cette approche de la frugalité offre une libération profonde. En réduisant nos désirs et nos attachements aux choses matérielles, nous nous libérons des préoccupations et des anxiétés qui accompagnent souvent la poursuite de la richesse et du statut. Comme l'exprime le philosophe Alan Watts, le sage taoïste comprend que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce dont on peut se passer joyeusement. Cette liberté nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important: nos relations, notre croissance personnelle, notre connexion avec le monde qui nous entoure. La pratique de la frugalité taoïste n'est pas un idéal abstrait, mais une sagesse pratique qui peut être appliquée dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans notre alimentation, elle nous invite à choisir des aliments simples et naturels, à manger avec modération. Dans notre consommation, elle nous encourage à privilégier la qualité à la quantité, à réparer plutôt qu'à remplacer. Dans notre utilisation du temps, elle nous pousse à simplifier nos emplois du temps, à créer des espaces de tranquillité. Dans nos relations, elle nous invite à cultiver des connexions profondes, plutôt que de multiplier les relations superficielles. L'histoire du fermier du pays de Sung, racontée par le philosophe Lietzu, illustre les pièges d'une mauvaise compréhension de la frugalité. Ce fermier, ayant vu un lièvre se tuer en heurtant un tronc d'arbre dans son champ, abandonna sa charrue pour attendre qu'un autre lièvre fasse de même. Cette parabole nous rappelle que la vraie frugalité n'est pas une attente passive de la fortune, mais une pratique active de contentement et d'appréciation de ce que nous avons. La frugalité taoïste a également des implications importantes pour l'harmonie sociale. Dans une société où chacun pratique la frugalité, il y a moins de compétition pour les ressources et plus de partage. Lao Tse utilise l'image d'un archer pour illustrer ce point. Le Tao du ciel est comme un archer qui tend son arc. Il abaisse ce qui est haut, et élève ce qui est bas. Il ôte le surplus et complète l'insuffisant. Cette métaphore
suggère que la frugalité, lorsqu'elle est pratiquée collectivement, peut conduire à une distribution plus équitable des ressources et à une plus grande harmonie sociale. Le troisième et dernier trésor est l'humilité. L'humilité occupe une place singulière et profonde. Ainsi, la notion d'humilité transcende les interprétations superficielles pour s'ancrer dans une compréhension cosmique de notre place dans l'univers. L'humilité taoïste n'est pas une simple vertu morale ou une attitude de fausse modestie. Elle est, en réalité, une perspective philosophique qui redéfinit fondamentalement notre relation avec le monde qui nous entoure. Lao Tzu exprime cette idée avec une élégance poétique. Le sage se tient en arrière et se trouve ainsi à l'avant. Il s'oublie et se trouve ainsi préservé. N'est-ce pas parce qu'il est désintéressé qu'il peut réaliser son intérêt propre? Cette sagesse paradoxale nous invite à reconsidérer notre compréhension conventionnelle du succès et de l'accomplissement. L'humilité taoïste n'est pas une négation de soi, mais une reconnaissance lucide de notre position relative dans l'immensité de l'univers. C'est comprendre que, malgré toute notre intelligence et nos réalisations, nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. L'humilité taoïste nous invite à abandonner notre besoin de contrôle et de domination. Elle nous encourage à nous aligner sur le flux naturel des choses plutôt que d'essayer constamment de les manipuler selon nos désirs. C'est une invitation à la patience, à l'observation attentive, à l'apprentissage constant. Comme l'exprime Lao Tzu, celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne tient pas debout. Celui qui marche à grandes enjambées n'avance pas. Celui qui se montre n'est pas mis en lumière. Celui qui s'affirme n'est pas reconnu. Celui qui se vante n'a pas de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Cette sagesse nous enseigne que l'efficacité et la durabilité viennent de l'alignement avec le Tao, et non de l'affirmation forcée de notre volonté. Dans la pratique, l'humilité taoïste se manifeste par une ouverture d'esprit, une volonté d'apprendre des autres et des situations, et une capacité à agir sans chercher la reconnaissance ou la gloire. Elle nous libère du fardeau de l'ego et nous permet de nous engager plus authentiquement avec le monde qui nous entoure. L'humilité taoïste a également des implications profondes pour notre relation avec la nature et l'environnement. En reconnaissant que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand, nous développons naturellement une attitude de respect et de préservation envers le monde naturel. L'humilité taoïste influence également notre approche du leadership et de la gouvernance. Le concept de Wei Wu Wei, ou agir sans agir, encourage les dirigeants à gouverner avec une intervention minimale, permettant aux choses de suivre leur cours naturel. Lao Tzu affirme « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson ». L'humilité dans le leadership consiste à reconnaître les limites de notre contrôle et à travailler en harmonie avec les tendances naturelles plutôt que contre elles. Elle nous libère du fardeau de l'ego, nous ouvre à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et nous permet de vivre et d'agir en plus grande harmonie avec le Tao. Imaginons notre conscience comme un vaste ciel. Les pensées, telles des nuages, ne cessent de traverser son étendue. Certaines sont légères et douces, d'autres sombres et menaçantes. Le secret, nous enseignent les maîtres taoïstes, n'est pas de tenter de chasser ces nuages, mais de réaliser que nous sommes le ciel lui-même, immuable, vaste, éternel. Les pensées négatives, aussi intenses soient-elles, ne sont que des phénomènes passagers dans notre immensité. Le Bouddha parlait souvent de la nature illusoire de nos perceptions. Nos pensées négatives,
bien qu'elles semblent parfois si réelles, ne sont en réalité que des constructions de notre esprit. Comme un mirage dans le désert, elles n'ont de substance que celle que nous leur accordons. En pratiquant le détachement, nous apprenons à les observer sans nous y identifier. Telle une rivière qui coule, laissons-les passer sans tenter de les retenir ou de les repousser. La méditation, pierre angulaire des traditions orientales, nous offre un outil puissant pour cultiver cette conscience élargie. En nous asseyant dans le silence, nous créons un espace où l'agitation de l'esprit peut se calmer. Comme un étang troublé qui retrouve sa clarté lorsqu'on cesse de remuer ses eaux, notre esprit révèle sa nature profonde lorsque nous cessons de nous agiter. Le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir, est central dans la pensée taoïste. Il ne s'agit pas d'inaction, mais d'une action en harmonie avec le flux naturel des choses. Face à nos pensées négatives, le Wu Wei nous invite à ne pas lutter, à ne pas nous arc-bouter contre elles. Au contraire, en les accueillant avec bienveillance, nous leur ôtons leur pouvoir. Comme l'eau qui érode doucement la pierre, notre acceptation transforme progressivement la nature de nos pensées. Les maîtres zen parlent souvent de l'importance de cultiver l'esprit du débutant. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'observer nos schémas de pensée avec un regard neuf. En abordant nos défis quotidiens avec curiosité plutôt qu'avec des présupposés négatifs, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives, à des solutions créatives que notre esprit conditionné ne pouvait envisager. La pratique de la gratitude, si chère aux traditions bouddhistes, agit comme un baume sur notre psyché. En dirigeant consciemment notre attention vers ce qui est bon et beau dans notre vie, nous rééquilibrons naturellement la balance de nos pensées. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Même la plus petite flamme de reconnaissance peut illuminer tout notre être. Le concept d'impermanence, omniprésent dans la philosophie bouddhiste, nous rappelle que tout change constamment. Nos pensées négatives, aussi pesantes soient-elles, sont soumises à cette loi universelle. En comprenant profondément cette vérité, nous développons la patience et la résilience nécessaires pour traverser les périodes difficiles, sachant qu'elles aussi passeront. L'approche taoïste de l'équilibre nous enseigne que le positif et le négatif sont les deux faces d'une même pièce. Au lieu de rejeter nos pensées sombres, nous pouvons apprendre à les voir comme des opportunités de croissance et de compréhension de nous-mêmes. Chaque défi est une invitation à approfondir notre sagesse et notre compassion. Enfin, la pratique de la pleine conscience, héritée des traditions zen, nous ancre dans le présent. La plupart de nos pensées négatives sont tournées vers le passé ou le futur. En ramenant sans cesse notre attention à l'ici et maintenant, nous découvrons une paix qui transcende les fluctuations de l'esprit. Le chemin vers la libération des pensées négatives n'est pas une ligne droite, mais plutôt une spirale ascendante. Chaque tour nous ramène face à nos défis, mais avec une perspective élargie, une compréhension plus profonde. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, notre esprit se renouvelle constamment, s'élevant peu à peu au-dessus des nuages de la négativité pour embrasser la clarté et la sérénité qui sont notre véritable nature. Ainsi, en marchant sur les traces des sages d'Orient, nous découvrons que la clé de notre libération a toujours été en nous. Dans le silence de notre cœur, dans l'espace entre nos pensées, réside une paix inébranlable, une source infinie de sagesse et de compassion. En cultivant patiemment cette conscience élargie, nous transformons non seulement notre paysage intérieur, mais nous devenons une source de lumière pour tous ceux qui croisent notre chemin.
Les pensées négatives sont comme un poison subtil qui s'infiltre dans tous les aspects de notre être. Telles les racines d'une mauvaise herbe, elles s'enfoncent profondément dans le sol de notre existence, affectant notre corps, notre âme et nos relations. Sur le plan physique, ces pensées sombres agissent comme un voile qui obscurcit notre vitalité naturelle. Elles contractent nos muscles, perturbent notre respiration et altèrent le flux harmonieux de notre énergie vitale, le QI. Notre corps, tendu et crispé, devient un terrain propice aux maladies. Le stress chronique engendré par ces ruminations affaiblit notre système immunitaire, nous rendant vulnérables aux afflictions tant internes qu'externes. Dans le domaine des relations, ces pensées agissent comme un mur invisible, nous isolant des autres et de nous-mêmes. Elles teintent nos interactions d'une méfiance subtile, projetant nos peurs et nos insécurités sur ceux qui nous entourent. Nos liens, au lieu d'être des ponts vers l'autre, deviennent des forteresses où nous nous retranchons, privés de la chaleur et de la richesse des échanges authentiques. L'alchimie intérieure, ou Neidan dans la tradition taoïste, est une pratique sophistiquée visant à transformer les énergies brutes en une force vitale raffinée. Dans le contexte de la gestion des pensées négatives, cette pratique offre une méthodologie puissante pour transmuter nos ombres en lumière. Commencez par vous asseoir confortablement et fermer les yeux. Visualisez au centre de votre être un chaudron doré, symbole de transformation. Ce chaudron représente votre centre énergétique, souvent associé au dantian inférieur dans les pratiques taoïstes. Identifiez maintenant vos pensées négatives. Plutôt que de les repousser, invitez-les consciemment dans votre espace intérieur. Visualisez-les sous forme de nuages sombres, de boue ou de toute autre représentation qui vous parle. Placez doucement ces énergies négatives dans le chaudron. Sous le chaudron, allumez un feu doré. Ce feu représente votre intention consciente de transformation, votre volonté alignée avec les forces de l'univers. Observez comment le feu commence à chauffer le chaudron. Les énergies négatives commencent à bouillonner, à se dissoudre. Visualisez comment elles se transforment progressivement. La boue peut devenir de l'or liquide. Les nuages sombres peuvent se métamorphoser en une lumière éclatante. Cette lumière purifiée commence à s'élever du chaudron, se répandant dans tout votre être. Sentez comment elle nourrit chaque cellule de votre corps, comment elle éclaire chaque recoin de votre esprit. Cette énergie transformée devient une force de guérison et de renouveau. L'alchimie intérieure nous enseigne que rien n'est à rejeter dans notre expérience. Même nos pensées les plus sombres contiennent une énergie précieuse qui, correctement transformée, peut devenir une source de sagesse et de force. Cette pratique cultive une attitude de non-dualité. Nous cessons de voir nos expériences en termes de bon ou mauvais, mais plutôt comme des opportunités de croissance et de transformation. Chaque pensée négative devient une matière première pour notre évolution spirituelle. Avec le temps, cette pratique affine notre sensibilité énergétique. Nous devenons capables de percevoir les subtiles fluctuations de notre paysage intérieur et d'intervenir avec sagesse et compassion. La méditation du sourire intérieur est une pratique puissante qui trouve ses racines dans la tradition taoïste. Elle repose sur l'idée que notre état émotionnel et mental peut être profondément influencé par de simples expressions faciales et visualisations. Pour commencer, asseyez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez doucement les yeux et détendez tous les muscles de votre visage. Imaginez un sourire doux et bienveillant se formant sur vos lèvres. Ce n'est pas un sourire forcé ou artificiel, mais plutôt l'expression naturelle de la joie et de la paix intérieure.
Laissez ce sourire s'étendre progressivement à tout votre visage. Sentez vos yeux qui sourinent, vos joues qui se détendent, votre front qui s'apaise. Puis, comme une onde de lumière douce, laissez ce sourire se propager dans tout votre corps. Visualisez ce sourire atteignant chacun de vos organes. Dans la tradition taoïste, on commence souvent par le cœur. Imaginez votre cœur qui sourit, qui s'illumine de cette énergie positive. Puis passez aux poumons, au foie, aux reins, à la rate. Chaque organe reçoit ce sourire bienveillant et rayonne en retour. Cette pratique a des effets profonds sur notre physiologie. Elle active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la régénération. Elle libère des endorphines, nos hormones du bien-être, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Au niveau énergétique, elle harmonise notre QI, notre énergie vitale. Mais au-delà de ces effets physiques, la méditation du sourire intérieur transforme notre paysage émotionnel et mental. Elle cultive un état de bienveillance envers nous-mêmes, dissolvant progressivement les pensées négatives qui nous habitent. C'est comme si nous irriguions notre jardin intérieur d'une lumière douce et nourrissante, ne laissant plus de place aux mauvaises herbes de la négativité. Avec une pratique régulière, ce sourire intérieur devient notre état naturel. Nous développons une résilience face aux défis de la vie, capable de maintenir cette paix intérieure même dans l'adversité.